Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, toujours dans notre série consacrée à WebDev pour la création d'un marketplace ou d'une place de marché. Alors, dans la précédente vidéo, je vous ai fait une introduction, une présentation de ce que nous devrions donc avoir à la fin. C'est que nous voulons réaliser un marketplace qui ressemble aux marketplaces connus comme Amazon, comme Cdiscount, Walmart, etc. Et donc, nous allons, sans plus tarder, commencer par la création de notre projet dans WebDev. Donc, je vais créer mon projet. Donc, je vais créer un projet vierge. Je vais utiliser la technologie WebDev. Et donc, je vais utiliser le mode session. Alors, je vais donner le nom WX Marketplace à mon projet. Voilà, donc je ne vais pas utiliser de GDS, etc. Comme vous voulez ici, vous pouvez utiliser la charte de programmation, comme vous pouvez ne pas l'utiliser. Donc vous êtes libre de faire comme ça vous arrange. Et donc là, je dois choisir une charte graphique ou une ambiance. Et donc pour moi, je vais par exemple choisir cette charte qui est Phoenix. Ça dépend chez vous, ça va dépendre de ce que vous avez comme version WebDev et aussi si vous avez déjà installé des LST. Si vous êtes abonné à la LST, à chaque fois, vous savez, à chaque fois que vous recevez une LST, vous avez de nouvelles ambiances de WebDev, de nouveaux gabarits WinDev qui sont installés avec la LST. Et donc, vous pouvez, comme j'ai dit dans l'introduction, dans la vidéo précédente, en ce qui concerne le design, vous êtes libre de choisir le design que vous voulez. Moi, ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est de vous donner le savoir pour intégrer toutes les fonctionnalités qui peuvent exister dans un marketplace. Pour le design, vous pouvez me suivre comme vous pouvez ne pas me suivre. Vous pouvez faire comme bon vous semble. Alors là, donc je choisis la charte ou l'ambiance Phoenix. Il ne faut pas oublier que dans WebDev, je peux aussi changer la palette des couleurs. Donc il suffit de cocher en bas, d'ouvrir donc les palettes de couleurs et de cocher, afficher toutes les palettes et puis d'ouvrir un petit peu la petite fenêtre pop-up. Et cette fenêtre, ça va nous permettre donc de sélectionner un jeu de couleurs déjà prédéfini, d'accord, et que nous allons donc appliquer dans notre site web. Par exemple, je vais choisir, pour ma part, je ne sais pas, je préfère utiliser le fond blanc comme fond. C'est un fond neutre qui me permettra donc de travailler à l'aise. Voilà, je vais choisir cette palette de couleurs. Vous pouvez choisir une autre palette de couleurs si vous voulez, d'accord. Voilà, donc maintenant, nous sommes dans l'étape d'internationalisation de notre application web. Et comme vous le savez, donc, nous pouvons ajouter jusqu'à 22 langues dans un site web, WebDev. Et là, j'ai les principales langues qui sont parlées. Donc, je pourrais, par exemple, rajouter l'arabe, l'anglais, par exemple, le chinois, l'espagnol. J'ajouterai, par exemple, l'italien, j'ajouterai le portugais, j'ajouterai le russe, par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous ne trouvez pas la langue ou une langue que vous voulez donc intégrer dans votre site ou dans votre application, dans les produits de PCSoft, PCSoft a prévu donc 15 positions ou 15 langues encore vierges qui vous permettent donc d'intégrer votre nouvelle langue. Par exemple, je n'ai pas l'arménien ici. Par exemple, ici, nous, en Algérie, nous avons comme deuxième langue nationale la langue tamazight. Et donc, je n'ai pas la langue tamazight ici. Et donc, si par exemple, on veut intégrer une langue qui n'est pas listée, parce que ce qui est listé, c'est les langues les plus parlées, et les plus écrites plutôt. Et si je n'ai pas ça, donc je peux sélectionner une position ici, par exemple langue 1, et je peux lui donner donc le nom que je veux, par exemple arménien ou tamazight, par exemple. Ou le nom que je veux donc donner à cette langue. Après, donc, je pourrais paramétrer cette langue comme je veux. Parce que quand j'aurai sélectionné toutes les langues qui m'intéressent pour les intégrer dans mon projet, j'ai à droite tous les paramètres qui me permettent donc de paramétrer
l'essentiel pour cette langue, à savoir la façon ou la manière d'écrire les nombres, ou d'écrire les chiffres monétaires, d'écrire l'heure et la date, les durées, et puis il y a diverses informations, comme par exemple le sens d'écriture, parce qu'il y a des langues qui s'écrivent de gauche à droite ou de droite à gauche, c'est ce qu'on appelle le mode RTL ou LTR, right to left ou left to right. Comme par exemple l'arabe, ça s'écrit de droite à gauche. L'arabe, l'hébreu, il y a des langues qui s'écrivent de droite à gauche et d'autres qui s'écrivent de gauche à droite. Et puis, bien sûr, comme ici, je peux définir la monnaie, par exemple. Par défaut, la monnaie pour l'arabe, c'est le rial saoudien. Moi, je pourrais, par exemple, pour l'Algérie, mettre le dinar algérien en arabe, écrire donc ça en arabe. Et puis, pour les autres langues, elles sont déjà prédéfinies. Donc, et comme vous voyez, mais, pour la langue qui n'existait pas et que j'ai définie, c'est une langue personnalisée, je peux aussi donc définir tous ces paramètres d'une manière donc personnalisée. Je pourrais donc choisir la manière d'écrire, par exemple, ou d'afficher les heures, la manière d'afficher les chiffres monétaires avec le symbole monétaire, etc. Donc, et la manière d'écrire cette langue-là de gauche à droite ou de droite à gauche. Alors, je vais encore m'attarder un tout petit peu sur cette fenêtre-là, ou sur cette étape-là de l'assistant, pour vous expliquer que ce qui se passera au moment du lancement du site, c'est qu'il va se lancer par défaut avec la langue que nous avons sélectionnée ici par défaut, où il y a le petit 1, que nous avons donc coché ici. Donc, quand je coche ici, la langue par défaut, elle va changer, d'accord? Et donc, cette langue-là, c'est la langue par défaut du site, c'est-à-dire que le site va s'adapter à la langue du navigateur et du système d'exploitation sur lequel il a été lancé, et s'il ne trouve aucune des langues qui sont en bas, c'est-à-dire que s'il ne trouve que la langue utilisée dans le navigateur ou dans le système d'exploitation de l'utilisateur ne correspond à aucune des langues qui a été sélectionnée ici, il va se lancer automatiquement avec la langue par défaut. Si je mets par exemple langue par défaut anglais, le site, quand il ne va pas trouver l'une des langues qui sont listées ici, installées chez l'utilisateur, donc il va se lancer automatiquement en anglais. Donc c'est pour ça que nous devons choisir une langue par défaut. Voilà. Il y a aussi donc pour la traduction, il y a deux manières de traduire donc, dans les produits PC Soft, que ce soit dans Windows, WebDev ou Windows Mobile. Nous avons la possibilité de traduire directement chaque élément d'une manière individuelle. Dans un bouton, par exemple un libellé, nous pouvons le traduire sur place, à l'intérieur donc de la fenêtre des onglets de ce bouton. Mais il y a une autre manière de traduire, c'est d'utiliser un utilitaire, ou l'utilitaire qui est vendu par PCSoft, c'est l'utilitaire qui s'appelle WD-MSG et WD-INT. Il y a deux petits exécutables qui permettent donc d'extraire toutes les chaînes de caractères dans un projet et de créer un fichier qui a une extension WDM. Et donc de faire la traduction quand vous terminez la traduction, parce que ces utilitaires, ils utilisent soit une traduction automatique utilisant donc des API tels que Google Translate ou Yandex, etc. Soit vous allez traduire manuellement avec la table qui vous sera affichée de toutes les chaînes que vous avez dans votre projet. Et vous allez générer un fichier WDM que vous allez importer ici. Et une fois que vous importez ce fichier, donc la traduction va se propager dans tout le projet, dans chaque élément avec exactitude. C'est-à-dire que chaque chaîne sera affectée dans l'élément, que ce soit un élément visuel comme les boutons, comme les menus, etc. ou comme les chaînes de caractères que nous utilisons dans le code. Des fois, on utilise des chaînes de caractères pour, par exemple, interagir avec l'utilisateur. Voulez-vous supprimer cette fiche, par exemple? C'est une chaîne qu'on peut intégrer dans le code. Cette chaîne-là, elle sera donc traduite dans différentes langues et elle sera affichée dans différentes langues. Voilà pour l'internationalisation donc du projet. Bien sûr, j'aurais pu rajouter d'autres langues. Donc là, c'est juste pour l'objectif pédagogique. Alors, je poursuis. Alors maintenant, nous allons passer à une étape très importante, bien que nous n'allons pas l'utiliser dans ce projet, dans ce premier projet. Pourquoi? Vous allez me dire, mais comment vous allez faire votre marketplace en base de données?
on ne peut pas. Donc, il faut avoir une base de données pour faire un marketplace. Sauf que nous, ce qu'on va développer, c'est-à-dire que moi, je profite de ce tutoriel pour justement vous montrer l'utilisation de web services à travers ce marketplace. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer deux projets à part. Un projet qui va contenir seulement l'interface du site, et un deuxième projet dans lequel nous allons créer notre web service qui va interagir avec la base de données. Vous allez me dire, oui, mais vous aurez pu créer un seul projet avec deux configurations, une configuration site web et une autre configuration web service. Eh bien, je dirais que j'ai mes raisons. La première raison, elle est pédagogique, c'est pour que les deux projets soient distincts et que je puisse expliquer correctement et d'une manière plus claire donc, ce que je fais aux abonnés de la chaîne. Et ma deuxième raison, c'est que je parle de ma propre expérience, je ne sais pas pour vous. Je préfère faire comme ça pour garder la main quand je veux faire la maintenance. Donc, par exemple, si je mets la totalité de EduWeb Service et des pages du site, ce n'est pas faux, hein, c'est-à-dire que ça va marcher, c'est impeccable et tout. Mais j'aurai un seul projet, c'est-à-dire que je vais mettre tous mes œufs dans le même panier, comme on dit. Et il se pourrait que, par exemple, je perde des informations de l'un ou de l'une ou de l'autre configuration, et là, ce n'est pas une bonne idée. Deuxièmement, c'est pour avoir la main sur la maintenance et le suivi et le SAV, le service après-vente. Par exemple, si je crée un site web qui est basé sur un web service, quand j'ai le web service dans un deuxième projet, je ne touche qu'à un seul projet. Je ne touche pas à la partie web où je dois le redéployer. Donc, si je dois redéployer, je n'aurai qu'à redéployer seulement le web service. Troisièmement, si j'utilise donc le même projet, je serai obligé d'intégrer la base de données et l'analyse dans un seul projet. Et donc, ça va encore rendre le projet un peu plus lourd et un peu plus conséquent. Je préfère franchement, et vous êtes libre de choisir de travailler avec les configurations, mais moi je préfère mettre le web service dans un projet à part et le site web ou les sites web, parce que nous aurons des configurations dans le site. La configuration, il n'y a pas de site web dynamique sans back-office. Il y a la partie front et la partie back. Et donc la partie front et la partie back, je suis d'accord qu'on peut les mettre dans le même projet. Le web service, nous allons le créer à part. Donc c'est pour ça que je ne vais pas, je vais dire que je ne vais pas utiliser de base de données ici. Pourquoi? Parce que je vais créer un autre projet, on va le créer ensemble, un autre projet de web service qui nous permettra donc de manipuler notre base de données. Voilà, donc je viens de finaliser donc la génération de mon projet. Là, il me pose la question, vous avez choisi de générer la langue chinoise dans le projet, voulez-vous que le projet prenne en charge les caractères Unicode? Effectivement, il y a certaines langues comme le chinois, l'arabe, etc., qui ont besoin de l'Unicode pour s'afficher correctement. Et donc, pour que mon site s'affiche correctement, je dois activer l'utilisation ou la prise en charge des caractères Unicode, et donc je vais lui dire oui. Et ça, cette configuration, cette option-là, elle se trouve justement dans la configuration. Voilà, donc je viens de créer mon projet. Si je vais dans ma configuration, donc ici, la description de ma configuration, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc bien sûr, là j'ai le nom de la configuration. Par exemple, ici, on va dire site public. C'est-à-dire que ça, c'est la partie qui sera affichée à tout le monde, même les gens qui ne seront pas enregistrés dans le site. Et donc, si je regarde ici l'Unicode, je dois activer ici, dans cette configuration, les chaînes Unicode en exécution. Sinon, les langues qui utilisent l'Unicode ne seront pas affichées correctement, comme l'arabe, comme le chinois, par exemple. L'hébreu aussi. Et donc, ces langues-là ont besoin de l'Unicode pour s'exécuter correctement. Voilà. Maintenant, donc, j'ai créé ma configuration donc,
pour mon site web. Je tiens à vous rappeler que bien que j'utilise la version 28, ce tutoriel il est compatible à partir de la version 25. C'est-à-dire que vous pouvez, même un tout petit peu avant, en majorité, c'est-à-dire la majorité des fonctionnalités que je vais utiliser durant tout ce tutoriel, j'essaie d'utiliser le maximum de fonctionnalités pour que tout le monde puisse profiter et puisse appliquer quelle que soit la version que vous avez. Donc c'est très très rare où je vais utiliser des fonctionnalités spécifiques à la version 28. Ça va être vraiment très vers la fin de cette série. Cette série, je crois que ça va quand même être une très très longue série. Peut-être qu'elle va dépasser les 50 épisodes, sûrement. Et je projette donc de diffuser chaque jour une nouvelle vidéo. Et donc, restez à l'écoute. Donc, chaque jour, vous aurez une nouvelle vidéo sur cette série. Alors, maintenant que nous avons créé notre projet, eh bien, nous devons choisir de quelle manière nous allons commencer donc notre travail. Chacun a sa manière. Bien sûr, il y a des manières standards qu'utilisent les boîtes de développement. Mais nous, on est des freelances, on est indépendants, tout ça. On a un tout petit peu chamboulé le modèle standard. Et chacun, avec le temps, avec son expérience, il a adapté une certaine méthode. Il y en a qui commencent par la partie base de données. Ils analysent, ils créent la base de données, ils créent les tables, ils créent les classes, tout ce que vous voulez. Et c'est seulement après qu'ils reviennent vers la partie UI, User Interface, ou l'interface utilisateur. Et il y en a qui font le contraire, qui commencent par l'interface utilisateur. Ils créent un petit peu à quoi ça doit ressembler donc l'interface utilisateur. Et au moment où ils doivent intégrer donc l'interactivité avec l'utilisateur et avec la base de données, c'est à ce moment-là qu'ils vont commencer à travailler sur les deux en parallèle. Et moi, j'appartiens à cette école-là. C'est-à-dire que moi, qu'est-ce que je fais? Je crée mes pages quand je développe sur le web, hein, même quand je développe sur Windows ou sur le mobile. Donc, je crée la page qui m'intéresse, ou la fenêtre qui m'intéresse. Je crée donc son interface. Et quand j'ai besoin d'intégrer donc du code dans ma fenêtre et quand ce code il a besoin donc d'interagir avec la base de données, c'est à ce moment-là que je vais commencer à créer donc ce qu'il faut pour ça. Et à fur et à mesure donc que j'avance dans mon développement, à chaque fois je crée ce qui m'intéresse et c'est comme ça que j'avance. C'est-à-dire que c'est une école, c'est un choix. Vous êtes libre de choisir de quelle manière vous travaillez. Eh bien, moi, je ne vous impose pas cette manière-là, mais bon, c'est comme ça que je travaille depuis plusieurs années, et ça me permet d'avancer rapidement dans mon travail. C'est-à-dire pourquoi je dis tout ça? Parce que tout dépend de quelle manière vous travaillez. Moi, j'ai adapté ça parce que je travaille seul. Je galère au solo, comme on dit, et donc j'étais obligé d'adapter ma manière de faire. Il y en a qui travaillent en groupe, qui travaillent en collaboration avec d'autres développeurs, donc ils s'adaptent. Et c'est comme ça. Donc il faut s'adapter, il faut trouver donc une manière de collaborer. Alors, sans plus tarder, donc je vais créer, normalement, avant donc d'aller plus loin, on doit comprendre certaines règles pour créer donc des pages web. Parce que le développement web, il est un petit peu différent du développement Windows ou mobile, côté UI, côté interface. Il y a plein de contraintes par rapport au navigateur et il y a ce qu'on appelle la partie serveur et la partie navigateur. Donc il faudrait comprendre tout ce jargon-là pour vraiment pouvoir donc maîtriser WebDev et pouvoir l'utiliser de la bonne manière. Donc, je vais commencer par créer une page juste pour vous montrer certaines choses. Cette page-là, on va
on ne va pas forcément l'utiliser dans notre projet, mais c'est une première page dans laquelle je vais expliquer certains concepts et certains principes qui sont importants et nécessaires pour comprendre donc le fonctionnement ou la philosophie de WebDev. Donc, je vais appeler cette page-là, page intro par exemple. Voilà, le nom de la page, donc je vais l'appeler page intro. Ok. Alors, toujours donc pour mieux organiser mon travail, comme je vous ai montré dans d'anciens tutoriels, j'aime bien organiser mon travail dans des sous-dossiers. Donc ici, comme c'est une page que je vais utiliser seulement pour le développement, donc je vais créer un sous-dossier que je vais appeler développeur. Et donc dans ce dossier-là, je vais mettre cette page-là. Après, je vais créer d'autres dossiers, un dossier pour le site public, un dossier qui contiendra les pages de l'utilisateur en mode acheteur, un autre dossier pour les utilisateurs en mode vendeur, un autre dossier pour l'utilisateur en mode administrateur. Et c'est comme ça que je pourrais me retrouver facilement donc, dans les différentes pages et les différents éléments de mon projet. Donc, cette page-là, pourquoi est-ce que je l'ai créée? Eh bien, c'est pour vous montrer deux, trois choses. Donc, premièrement, j'aimerais bien vous parler de la manière de découper une page. Donc, une page web, comme j'ai dit tout à l'heure, elle ne ressemble pas vraiment à une fenêtre. Une fenêtre, elle est toute faite, elle est composée par une barre de messages, une barre de titre et la fenêtre, et le contenu de la fenêtre. Par contre, une page web, et une fenêtre, elle a une largeur et une hauteur. Une page web, elle a une largeur, mais son hauteur, elle peut être à l'infini. Théoriquement, je dis bien théoriquement. Donc, ce qui va nous intéresser beaucoup plus dans le côté web, c'est la partie largeur de notre page. Parce que quand on va afficher notre page, ou la description de notre page, nous allons donc voir dans la partie, description ici, nous allons voir le mode d'édition qui peut être déterminé en trois manières. Donc, soit par le mode responsive, le mode zoning, pardon, ou l'agencement, soit par le mode responsive, le mode des tranches, soit par le mode flux HTML. Alors, c'est quoi la différence entre les trois? Le mode responsive par zoning et agencement, c'est un mode qui permet de découper, grâce donc aux outils qui sont ici dans le zoning, de découper la page, de la découper verticalement, horizontalement, et de la découper en box, en boîte, en div, entre parenthèses, dans le langage ou dans le jargon HTML. Et chaque partie, donc, quand on va diviser les différentes pages, les différentes zones, pardon, on pourra donc contrôler chaque zone. On pourra modifier les attributs ou les caractéristiques visuelles de chaque zone. On pourra aussi agir par programmation sur chaque zone. Une zone, elle aura un nom et ce nom nous permettra donc de gérer cette zone-là. Il y a aussi le mode responsive par tranche. Le mode responsive par tranche, c'est le mode le plus utilisé de nos jours pour le développement web, et c'est un mode qui nous permet donc de créer à partir du même visuel ou de la même conception de la page, de déplacer ou d'afficher ou de ne pas afficher les éléments selon que l'on soit en mode bureau, en mode tablette ou en mode smartphone mobile. Et donc si dans ce mode-là, je peux contrôler donc le fonctionnement de mon site en fonction de sa largeur. Donc je peux par exemple dire que, par exemple ici, si j'intègre un bouton ici par exemple, d'accord, je suis bien en mode bureau, donc le mode bleu ici. Et je vais intégrer par exemple un deuxième bouton ici. Donc, si je suis en mode tablette, vous voyez qu'il a dépassé ici. Il a dépassé, donc je déplace les boutons. Et ce déplacement-là, c'est ce qu'on appelle une surcharge, a été enregistré pour le mode tablette. Si je reviens en mode navigateur,
la surcharge n'a pas pris, comme le mode smartphone. Et donc ici, je peux contrôler ce qu'on appelle la surcharge, ou je peux contrôler ce qu'on appelle le mode d'édition par tranche. Et donc, je peux par exemple lui dire de ne pas afficher le deuxième bouton en mode, par exemple, en mode mobile. D'accord? Donc, regardez, si je suis en tablette ou en bureau, il s'affiche. Si je suis en mobile, le bouton ne s'affiche pas. D'accord? Et comme je peux, bien sûr, contrôler la surcharge, c'est-à-dire que je peux contrôler la position et la taille de chaque élément dans chaque tranche. Par exemple, je peux dire que cet élément, je vais dissocier sa taille. Et donc, quand je lui change de taille ici, il va garder une taille différente dans les autres tranches. D'accord? Vous voyez ici, donc la taille, elle est plus carrée. Ici, elle est rectangulaire. D'accord? Et là, il a carrément disparu parce que je l'ai mis en mode invisible. Je peux aussi donc modifier donc la surcharge de la position. Donc je peux dissocier la position et je vais lui dire que dans cette tranche-là, il est dans cette position-là, et dans cette tranche-là, il est dans cette position-là. D'accord? Ou pour éviter d'avoir donc un conflit, de le mettre à droite, parce que l'ordre d'affichage des éléments, et c'est ça la bête noire des utilisateurs WebDev quand ils sont en mode responsive. Des fois, ils ne comprennent pas que c'est important l'ordre d'affichage ou de positionnement des éléments. C'est très important. Quand vous avez ce cadran rouge qui s'affiche quand vous avez votre élément, ça veut dire que votre élément est mal placé. Et donc, ça veut dire que vous aurez des erreurs lors de l'exécution de votre site web. Et donc, il faut le placer dans la bonne position. Alors, comme j'ai dissocié la position, vous voyez que là, il a gardé une taille différente et une position différente, et là aussi. Donc, si je lui mets, par exemple, ici, c'est toujours le même bouton, hein, donc je vais l'appeler BT2, par exemple, d'accord? Eh bien, c'est toujours BT2 ici, et là, c'est toujours BT2. Par contre, là, il est invisible. Je pourrais le rendre visible. Dans cette tranche-là, il suffit de recocher ici. Et donc, il devient visible. Mais il garde la première position que j'ai sélectionnée pour lui. Je vais le mettre en bas pour le mobile, par exemple, et vous allez voir que la position de cet élément, elle va changer en fonction donc de la tranche dans laquelle il se trouve. Et donc, vous avez cette grappe qui est là. Quand vous cliquez avec la souris, que vous maintenez la souris et que vous déplacez, elle va vous montrer à quel moment votre site web ou vos éléments vont sortir de votre page, et ça va vous permettre donc de savoir où est-ce que vous devez corriger et comment donc vous devez travailler sur vos ancrages. Si je mets maintenant mon ancrage sur la droite, et si je ne donne pas de largeur à mon bouton, par exemple ce bouton-là, et donc quand je déplace, vous voyez que mon bouton, il garde son ancrage et il ne sort pas de la surface qui lui a été dédiée. Par contre, le deuxième bouton, il dépasse ici quand je suis en 881 pixels. Pourquoi? Parce que je ne lui ai pas donné d'ancrage. Donc l'ancrage aussi est important dans une page web. Et donc si je remets et si je lui donne donc un ancrage à droite comme l'autre bouton, maintenant si je déplace la grappe, vous voyez qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a plus d'erreur et ça ne dépasse plus. Par contre, je dois aussi lui donner un autre ancrage ici, donc je corrige mon ancrage ici, si je dois donc le mettre dans une position, bien sûr là j'ai mis, c'est-à-dire que ça ne peut pas arriver dans la réalité ce que j'ai mis ici, c'est juste pour vous montrer la manière de dissocier la position des éléments. En réalité, c'est-à-dire que quelque part, WebDev, il a été préparé au maximum pour vous orienter à ne pas mettre vos éléments dans des conditions qui ne peuvent pas arriver dans la réalité. Si je peux résumer ça comme ça.
C'est-à-dire que les gens qui se sont cassés la tête, qui ont fait WebDev, ils ont bien bossé et ils continuent, hein, je les encourage encore, et ils essayent d'orienter l'utilisateur à ne pas mettre ces éléments avec les différentes indications qui sont là, par exemple ce petit triangle rouge qui n'existe qu'en 28, il n'existe pas dans les autres versions je crois, avec le cadre rouge quand l'élément dépasse, et avec bien sûr ici les erreurs de positionnement et toutes les possibilités qu'il y a donc pour voir de quelle manière on peut bien placer les éléments dans une page web. Donc ce mode, c'est un mode très développé et qui permet de jouer et de faire beaucoup de choses à la fois. Et d'ailleurs, c'est un mode qui permet donc de créer des interfaces qui sont adaptatives à n'importe quel support, que ce soit sur un ordinateur de bureau, un ordinateur qui a un écran tactile, quelle que soit sa taille, ou un smartphone, une tablette. Donc il s'adapte en fonction de la taille. Bien sûr, WebDev, il a des fonctions qui permettent de faire de la compilation dynamique et de savoir dans quel environnement le logiciel ou le site web ou l'application a été lancé. WebDev, WinDev et WinDev Mobile, ils ont les fonctions nécessaires dans le double langage qui permettent de savoir, par exemple, si j'exécute mon site sur Android, ou si je l'exécute sur iOS, ou si je l'exécute sur un navigateur X. D'accord? Et à partir de là, par programmation, là aussi, je peux jouer donc, selon mes besoins ou selon les besoins de mon site web ou de mon projet. Voilà, donc là, je viens de vous montrer le deuxième cas. Le troisième cas, c'est ce qu'on appelle le flux par flux HTML. Alors, le flux HTML, c'est quoi? Ça veut dire que notre page en entier, elle deviendra une sorte de div ou de box HTML dans lequel nous allons intégrer nos éléments. Et donc, ça se fait directement donc, par édition à l'intérieur. Donc, quand je clique sur la barre d'espacement et quand j'ai le jaune ici, ce cadran jaune, ça veut dire que je suis passé en mode édition. Et là, vous voyez qu'en mode édition, le menu passe en mode texte. Et je peux intégrer des images, des icônes, je peux intégrer d'autres champs, etc. à l'intérieur ici. Sauf que là, c'est-à-dire que c'est difficile de positionner correctement les éléments. Il faut vraiment savoir ce qu'on fait et il faut vraiment choisir ce mode que quand on a une certaine manière d'afficher la page. Si par exemple j'ai des box qui se mettent l'un à côté de l'autre, oui, ça peut servir. Mais si par exemple je dois mettre des éléments en ayant donc la possibilité de les placer d'une manière vraiment personnalisée, ce mode-là n'est vraiment pas possible. Ce n'est vraiment pas possible dans ce mode-là. Donc nous, ce qu'on va utiliser dans notre projet, c'est le mode par zoning. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Eh bien, parce que ça va nous permettre aussi d'apprendre comment utiliser l'agencement et comment combiner entre les zones, l'agencement et les ancrages. Et aussi, ça va nous permettre d'apprendre comment utiliser le dynamic serving. Le dynamic serving, c'est ce qui est là, c'est ce qui nous permet donc de créer des configurations de pages différentes en mode mobile et en mode desktop. Donc, nous allons apprendre beaucoup de choses à la fois en utilisant ces modes-là. Voilà, ça c'était pour la manière donc de présenter les pages. Bien sûr, notre page, elle aussi, elle a un ancrage. Donc, quand je clique sur le bouton droit, et quand je vais donc dans l'ancrage de la page, je peux définir le mode de largeur de la page en mode fixe, comme je peux définir ma page en mode donc large.
Et donc si par exemple je dois afficher ma page, donc pardon, je vais afficher le navigateur. Donc si je dois afficher ma page sur le navigateur ici, donc je vais la choisir comme première page, vous voyez que là, ma page, elle est en mode très large. Donc pour le savoir, je vais changer la couleur de fond du navigateur. Donc je vais par exemple mettre une couleur grise et je vais laisser la page en mode blanc. Regardez, donc là, ma page, elle est restée, elle n'est ni centrée, ni rien du tout. Quand je déplace ou quand je fais bouger donc, la souris de gauche à droite, donc là, ce n'est pas un bon affichage pour ma page. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas le bon ancrage. Elle est ancrée vers la gauche et sa largeur est fixe. Si je mets l'ancrage de la page d'une manière centrée, et si je la réexécute, vous allez voir que la page, elle va s'afficher d'une manière centrée. Et quand je déplace, donc quand je change la largeur de mon navigateur, vous voyez que ma page, elle change en fonction de mon navigateur. Alors, je sais que certains vont s'impatienter parce qu'ils veulent créer une marketplace et que toutes ces informations, vous les connaissez déjà. Mais je profite de mes tutoriels pour faire certains petits rappels qui ne sont pas forcément mauvais hein, pour certains. Ça peut aider certains à mieux comprendre le fonctionnement de WebDev et les encourager à l'utiliser. Parce que dans la communauté WX, j'ai remarqué que beaucoup de développeurs qui maîtrisent WinDev, qui maîtrisent à un certain niveau WinDev mobile, et quand vous leur parlez de WebDev, ils sont un petit peu réticents parce qu'ils ne savent pas comment l'aborder et ils ne savent pas comment... il y a tellement de choses à considérer qu'ils abandonnent. D'accord? Et donc, c'est dans cette perspective-là, moi, que j'essaye donc de vous montrer ces petites fonctionnalités qui peuvent vous servir au quotidien. Voilà, donc je continue. Maintenant, si je mets par exemple ma page avec une largeur adaptative, c'est-à-dire que la largeur de la page, elle s'adapte en fonction de la largeur du navigateur. Comme vous voyez ici, agrandir ou réduire comme le navigateur, et je ne fixe pas une largeur minimale ici. Donc, quand j'exécute ma page, vous allez voir que la page, elle va prendre la totalité de la largeur. Quelle que soit la largeur de mon navigateur, elle va prendre la totalité de la largeur de mon navigateur. Un autre concept que nous devons comprendre pour la suite, qui va nous servir beaucoup par la suite, donc ça concerne le côté code. Donc là, j'ai vu un petit peu l'interface. Maintenant, je vais voir le côté code. Alors, quand vous entrez dans le code de n'importe quel élément dans WebDev, vous avez des zones qui sont en vert et des zones qui sont en jaune. Donc, c'est quoi la différence? Donc, la différence, c'est que les zones qui sont en vert, c'est ce qu'on appelle le code navigateur. Et les zones qui sont en jaune, ça veut dire que c'est le code serveur. C'est quoi? Donc, j'ai pas encore répondu à la différence. C'est pas une histoire de couleur. C'est une histoire de fonctionnement. Ça veut dire que quand, par exemple, ici, je vois ici que c'est le code qui concerne le clic sur le bouton. Côté navigateur. Et là, je vois la même chose, le clic sur le bouton, mais sur le côté serveur. Donc, vous allez me dire, mais pourquoi ils ont créé deux fois le clic? Un bouton, on ne le clique qu'une seule fois. Et il ne doit pas exécuter deux choses à la fois. Il doit exécuter, quand je suis sur Windows, quand je développe sur Windows, quand je clique sur un bouton, il va m'exécuter le code qui a été intégré dans le bouton. Mais pourquoi là, il y a deux clics? Il y a clic en vert et clic en jaune, clic en navigateur et clic en serveur. Eh bien, la différence, c'est que quand on exécute un site web, le site web, il est transformé, quel que soit le langage avec lequel il a été développé, qu'il a été développé en W langage, en PHP, en Java, en tout ce que vous voulez, en Python, tout ce que vous voulez, la partie qui est affichée à l'utilisateur, c'est-à-dire la partie navigateur, dans le navigateur, c'est pour ça qu'on l'appelle code navigateur, et il est transformé en HTML, qu'on peut afficher dans tous les navigateurs. Quand vous cliquez sur le bouton droit, vous affichez le code source, et vous voyez que là, vous avez du code HTML, vous le voyez. Alors, ce code-là, il s'affiche dans tous les sites.
Vous allez dire, mais pourquoi ils ont laissé ça? Est-ce que ça va changer? Par exemple, est-ce que les gens peuvent me hacker? Ils peuvent changer mon site? Ils peuvent changer des choses? Non, ils peuvent pas. Ça, c'est juste la manière avec laquelle le navigateur a interprété le UI que vous lui avez envoyé par votre langage de développement. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transformé ça en HTML et il vous affiche ça, des box un peu partout. Box à gauche, à droite, des petites boîtes, des petites images, etc. Alors, et c'est quoi l'utilité de mettre le bouton navigateur, le code navigateur et le code serveur? Alors, dans le code navigateur, c'est un code qui s'exécute sur le navigateur de l'utilisateur. C'est-à-dire que si par exemple nous avons 3 utilisateurs qui vont ouvrir le site. Le premier utilisateur, il va l'ouvrir avec Chrome. Le deuxième utilisateur, il va l'ouvrir sur un Mac avec Safari. Et le troisième utilisateur, il va l'ouvrir sur un système d'exploitation complètement différent. Donc par exemple sur un navigateur, sur un système Linux. Les systèmes d'exploitation sont différents, les navigateurs sont différents, mais le résultat est le même. Et donc, le côté navigateur ici peut changer ou peut s'adapter ou permet d'adapter la chose en fonction du navigateur. Et le côté navigateur ou le code navigateur ici, il est forcément visible sur le navigateur de l'utilisateur. Par exemple, si j'affiche ici, quand je clique par exemple, je dois faire un message par exemple, donc je vais mettre info. Voulez-vous, ou par exemple, je suis en mode navigateur, d'accord? Si j'exécute maintenant ma page, quand je vais aller sur mon code source, et si je fais une recherche de mon texte, je le trouve. Vous voyez ici, je suis en mode navigateur. Info, je suis en mode navigateur. Donc, ma fonction ou mon code, il est visible à l'utilisateur quand je l'écris en mode navigateur. C'est pour ça que les fonctions de base de données certaines fonctions qui concernent la manipulation des données, comme la manipulation des tables, des zones répétées, etc., n'existent pas en mode navigateur. C'est pour protéger justement les données, d'accord? Et donc maintenant, si je mets cette fonction, donc puisqu'elle fonctionne dans les deux cas, si je mets cette fonction en code serveur, et si je réexécute ma page, et j'affiche le code source de ma page, et je recherche donc cette phrase-là, je ne vais pas la trouver. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle a été exécutée seulement sur le serveur qui héberge mon site web ou ma page web. Et le résultat, je ne vois pas la fonction, je ne vois que le résultat. C'est-à-dire que si je clique, ça va m'afficher le résultat. D'accord? Voilà, ça va m'afficher le résultat. Mais si je regarde le code source, je ne la trouve pas. Et c'est ça la différence entre le code navigateur et le code serveur. C'est très très important de comprendre ce concept dans la philosophie de WebDev pour que vous puissiez aller très très loin dans WebDev et que vous puissiez donc que vous mélangez pas les pattes comme on dit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas forcément la différence et des fois ils exposent certaines données de leur site dans le navigateur et donc ce n'est pas forcément une bonne idée. Donc pour retenir quelque chose de très important concernant ce point-là, c'est que tout ce qui est écrit dans le code navigateur est visible côté navigateur chez l'utilisateur. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui s'exécute seulement sur le navigateur de l'utilisateur. D'accord ? Et tout ce qui est dans le code serveur, tout ce qui est écrit dans le code serveur, c'est pour ça qu'on l'appelle serveur. Le serveur vient du serveur qui héberge notre site ou sur lequel notre page, la page que nous affichons, est hébergée. Et donc le code qui a été écrit dans cette partie-là, dans la partie serveur, il s'exécute sur le serveur de l'hébergeur, d'accord ? Et il ne donne que le résultat ou l'interaction qu'on attend.
mais le code ne s'affiche pas chez l'utilisateur. Par contre, tout ce qu'on écrit dans le code navigateur s'affiche chez l'utilisateur. Donc, je voulais vous rappeler ces quelques notions très très importantes donc, dans cette deuxième introduction, parce qu'il faudrait que quand on va aller encore plus loin dans notre tutoriel, il faudrait que vous sachiez de quoi on parle et qu'est-ce que nous voulons dire par code navigateur. Et des fois, je ne vais même pas en parler, je vais directement mettre du code dans la partie navigateur ou dans la partie serveur, et vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça et il ne l'explique pas? Eh bien, je viens de l'expliquer. À chaque fois maintenant que vous voyez que je mets du code côté navigateur, vous comprenez que je peux exposer ces données-là, et des fois c'est pour la rapidité, parce que ça se passe chez l'utilisateur, et quand vous voyez que je mets du code côté serveur, vous comprenez que cette partie-là, elle ne doit pas s'exécuter sur le navigateur de l'utilisateur, mais sur le serveur qui héberge notre page, et donc c'est pour protéger les données et la transition des données. C'est pour ça qu'on l'appelle code serveur. C'est pour ça que quand vous allez sur les pages, par exemple si vous allez sur l'aide de PCSoft, vous trouvez donc dans la zone WebDev, vous trouvez ici la partie navigateur et la partie serveur. D'accord? Et des fois vous avez la fonction si vous trouvez une fonction avec un picto qui est grisé, par exemple le picto navigateur grisé, ça veut dire que cette fonction ne peut pas être exécutée en code navigateur. Et au cas contraire, si vous trouvez par exemple cette fonction grisée sur Windows, ça veut dire que cette fonction ne peut pas s'exécuter côté Windows, côté serveur, d'accord? Parce que WebDev, il fonctionne sur Windows. Et c'est la même chose pour WinDev et WinDev Mobile. D'accord? Et donc voilà, maintenant qu'on a compris ces 2-3 concepts par rapport à l'UI, par rapport au codage, je pense qu'on peut aller un peu plus loin dans notre travail.